Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils comprennent, ils ont la vision, très vite. Ils voient la difficulté du sujet, mais ils ont la vision. Parallèlement à ça, vous avez aussi dans le bottom de l'entreprise plein de gens qui ont envie de faire bouger les choses, et on parlait en particulier des jeunes collaborateurs. Et les difficultés qu'on le rencontre le plus souvent, c'est le entre-deux, c'est-à-dire les comités directeurs. Moi, il y a un grand président d'une grande marque de LVMH qui un jour m'a dit « Sylvie, il faut absolument que tu viennes avec moi pour convaincre mon comité directeur ». Il était le président. J'ai vu, mais de mes yeux vus, des présidents en réunion où il n'y avait que le comité directeur dire « Oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut, on va avancer comme ci, comme ça ». Et directeur financier, on n'a pas les moyens, directeur RH, on n'a pas les ressources, etc. etc. C'est du vécu. Je vais vous donner un autre exemple. Toujours ce même président voulait créer un nouveau bâtiment, mais extrêmement éco-conçu, et je ne vous parle pas d'hier, hein, c'était déjà il y a quelques années. Donc, il donne ça à son N-1 en lui disant, voilà, je veux le bâtiment, vous sortez de l'habituel, vous explorez toutes les pistes possibles, transmis au N-2, ensuite transmis à une jeune femme totalement passionnée d'un sujet dans l'équipe du N-2, membre de cette fameuse commission environnement de LVMH. Alors là, vous pensez extatique, projet de ma vie, etc. Donc, elle creuse tout. Elle fait des propositions absolument détonnantes et elle présente ça à son boss. Oh là là, mais ça, c'est trop cher. Non, mais ça va. Non, ça, c'est pas différent. Et il raye 2-3 lignes. Même chose à N-1 et on raye 2-3 lignes. Puis, présentation au président. Le N-1, le N-2 et la jeune femme présente. Donc, présentation du projet. Et le président dit, attendez, les petits gars, je ne vous avais pas demandé de faire quelque chose de vraiment sortant de l'habituel et de casser ce que vous faisiez déjà. Alors là, grand sourire de la jeune femme, et dit, ben voilà, monsieur le président. Et ça, c'est du vécu, hein, c'est du vécu. Et donc, là où j'ai vu vraiment les choses se faire le mieux, c'est un président qui ose prendre des risques. J'ai vu un président oser dire non à son service marketing, trouvant qu'il n'allait pas assez loin. Même chose, hein, c'était un peu la même idée, mais sur un produit. Donc, c'est des présidents qui osent prendre des risques et sortir de la boîte, mais rassurés par une équipe en interne qui ne sont pas nécessairement les interlocuteurs traditionnels, qui ont proposé des solutions dont on pense que ça va marcher. Il faut aussi avoir le droit à l'erreur. Ça, c'est aussi une grande force chez LVMH, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Si vous tentez des choses, il y a des fois ça marche, ça ne marche pas. Donc, un président ou une présidente qui a compris et qui a envie de bouger les choses, et une équipe qui propose des solutions innovantes. Alors, évidemment, pas sortant du chapeau, hein, appuyé sur des données scientifiques, des outils, etc. etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour suivre les progrès des différentes maisons, j'imagine qu'il y a des indicateurs clés. Comment s'est passée la mise en place de ces indicateurs et à quel niveau est-ce qu'ils étaient suivis et quelle complexité, jusqu'à quelle profondeur on veut aller dans le suivi de ces indicateurs? Alors ça aussi, c'est une vieille histoire puisque on a commencé à remonter des données 1997-98. Et à l'époque, c'était des choses eau, air, énergie, déchets sur un tableur Excel. Et puis, ce tableur Excel a grandi, s'est modifié, le groupe a bougé. Donc on a été pendant encore très très longtemps avec cette solution-là. Et puis, il y a eu un moment où c'était plus possible, hein, clairement. Et donc là, on a fait le tour des outils qui étaient disponibles. Et à l'époque, il n'y avait aucun outil disponible, étant donné la particularité d'LVMH, c'est-à-dire des activités extrêmement variées. Vous avez de la presse, vous avez des yachts, vous avez de la mode, etc. Des activités très variées, des cultures extrêmement variées, une autonomie forte des marques,
Et puis des marques qui vont vouloir tout centraliser et qui renverront à la holding des données déjà totalement consolidées pour la marque, et d'autres où quasiment c'est chaque magasin chaque site de fabrication qui va remonter. Donc, il fallait répondre à. Donc, on a eu un outil totalement dédié, créé pour ça, et qui a fonctionné jusqu'au moment où je suis partie. Je pense qu'il est en cours d'évolution. Et on est parti de quoi, d'une quinzaine d'indicateurs à plusieurs centaines à l'arrivée. Mais là aussi, hein, là aussi, il faut faire beaucoup de formation, beaucoup de compréhension des cultures différentes. Un même mot ne veut pas dire la même chose. Si vous êtes aux États-Unis ou si vous êtes en France, les unités de mesure vont être différentes. Et donc, si vous n'avez pas fait beaucoup de formation là-dessus, vous risquez d'avoir des erreurs. Si je rebondis sur le sujet de la formation, on avait créé, il y a peut-être 7-8 ans maintenant, une académie de l'environnement en Au sein interne, du groupe, en au sein interne. du groupe. Là encore, il y a des très belles formations qui sont en externe, mais si vous voulez être efficace, il faut parler le vocabulaire de la marque, il faut connaître les enjeux de la marque, et donc je pense que c'est vraiment en interne qu'il faut que ça se fasse. Et donc on avait 3 types de formations. C'était la formation, on va dire, les grands enjeux, c'est tout ce qu'un collaborateur doit connaître sur ces De la chaîne de enjeux-là. valeur, finalement. Oui, et puis c'est quoi le changement climatique? Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma marque? Qu'est-ce que ma marque fait déjà? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Le deuxième type de formation, c'est par métier. Je suis acheteur, logisticien. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je change mon métier? Qu'est-ce que je rajoute dans mes outils pour prendre les décisions, etc. Et un troisième qui était tous ces gens qui venaient d'ailleurs et qui, au fur et à mesure du temps, sont devenus responsables environnement ou développement durable, ben, il y a quand même des briques scientifiques de base à connaître. Et donc, ces briques-là, c'est comment on leur apprenait ces briques-là. Et si on parle de métier, j'ai un exemple, je pense que elle acceptera que je cite son nom, c'est Sandrine Sommer, qui est la directrice développement durable de Guerlain. Il y a 13-14 ans, alors elle était ingénieure packaging. Et il y a 13-14 ans, il y a son président qui lui dit, écoute, voilà, j'ai ce sujet-là, il faut que je fasse quelque chose. Je te le donne. Pourquoi elle? Parce qu'elle connaissait très bien le groupe, la culture, elle connaissait les différentes équipes. C'est très important d'avoir quelqu'un voilà, qui est bien intégré. Et elle vient me voir, elle me dit, voilà, on me donne cette mission-là, ok, on va travailler ensemble pour qu'on comprenne. Je fais ça pendant 2 ans et dans 2 ans, je retourne à un vrai métier. Et ben, je peux vous dire que 13 ou 14 ans après, il est hors de question qu'elle retourne dans un vrai métier. Jolie anecdote. Pour conclure, parce qu'on arrive déjà au bout de cette demi-heure, ça passe tellement vite, est-ce que tu peux nous donner une vision sur ce que tu fais aujourd'hui avec la Dame à la licorne, avec tes clients, comment tu les aides concrètement, et puis peut-être nous donner une ou deux anecdotes de tes plus belles réussites, ou les plus belles réussites dont tu as été témoin et actrice? Alors, ce que je fais aujourd'hui, en fait, ça va être extrêmement varié. Il y a beaucoup ce que je disais tout à l'heure. C'est un dirigeant ou une dirigeante un peu perdu, sachant qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Mais voilà, il a besoin de quelqu'un avec qui faire du ping-pong euh, pour, pour, pour trouver la manière de mettre en place ce sujet-là dans sa structure. Il y a eu une directrice financière qui s'est retrouvée face à un investisseur lui demandant qu'est-ce que vous faites en RSE? Et, je fais quoi? Et donc là, c'est l'aider à cette réponse. Et là, ça a été absolument passionnant parce qu'elle a découvert, mais c'est vraiment le cas, et ça arrive très souvent, c'est des structures d'une certaine taille, hein. Elle a découvert tout ce qui se faisait en interne et les gens qui étaient en interne passionnés par le sujet et qui avaient des idées. Et donc, ça a été passionnant. Après, il y a des gens qui sont plutôt sur la vision. Et voilà, face à tout ce qui est en train de se passer, je suis où dans 14 ans, dans 15 ans? Est-ce qu'il y a
voilà, il y a des produits que j'arriverai plus à les faire. Est-ce qu'il ne faut pas que je change mon business model? J'ai eu le plaisir 2 fois déjà de faire des modifications de business model. Donc ça, c'est aussi absolument passionnant. Et là aussi, avec des ressources en interne qui étaient très souvent pas du tout vues par les directions. Voilà, voilà ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Et est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Sylvie? Alors oui, il y a celle de René Dubos et il faut retourner vraiment à René Dubos, qui est la vie consiste à jongler sur une corde raide. La vie Et à consiste la à fois jongler juriste. sur une corde raide. Alors René Dubos, microbiologiste franco-américain, qui a écrit So Human an Animal, qui a reçu le prix Pulitzer, également à qui on doit la fameuse phrase Think globally, act locally, hein, qui est à l'origine finalement des sommets de la Terre. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a ces sommets de la Terre, qui est mort au début des années 80 de mémoire. Donc retrouver René Dubos, la vie consiste à jongler sur une corde raide. On a été sur une corde raide, notre attention toute tendue vers ton expérience absolument passionnante. Un immense merci d'avoir partagé avec nous. Tu as également quelques ouvrages que tu nous conseilles. Alors le premier, bien sûr. Alors là, on va le prendre de façon chronologique. Le fameux rapport Meadows, publié en 72, qui a été la première fois le Club de Rome qui demande à monsieur et madame Meadows de faire ce rapport et qui fait le lien entre croissance et environnement. Ensuite, le livre de Barbara Ward, Nous n'avons qu'une terre, et de René Dubos, Nous n'avons qu'une terre, là aussi début des années 70, donc très, très en amont. Notre avenir à tous, le rapport Brundtland de l'ONU, là c'est un peu plus tard, c'est en 87. Ensuite, La vie, quelle entreprise, en 2010 de Robert Barbeau pour une révolution écologique de l'économie. Le livre, ton préféré, le plus pragmatique que tu conseilles à tous les dirigeants, le manuel de la grande transition, hein, qui a été écrit en 2020 par le collectif Les Liens qui libèrent, qui permet de toucher voilà, plein de sujets différents de façon très concrète, très pragmatique pour savoir comment aborder ces sujets de la transition énergétique et écologique. Le livre suivant, c'est un livre que j'aime bien aussi, La troisième voie du vivant, d'Olivier Amand, qui fait l'éloge de la lenteur. Hein. Alors c'est pas la lenteur de Kundera, mais c'est l'éloge de la lenteur, de la redondance. Voilà. Est-ce que le problème, c'est si on se focalise sur la productivité à tout craint, finalement, on oublie qu'on doit travailler en écosystème et la nature a beaucoup à nous apprendre sur la résilience des systèmes. Voilà, l'éloge de la lenteur. Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Là, on est plus récent et plus pointu avec Timothée Paric. Voilà, un immense merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sylvie directement sur l'interface de GoToWebinar. Et si Sylvie, tu as encore quelques questions, quelques minutes avec nous, on sera ravis Bien de te sûr, bien garder. sûr. Alors, Voilà. moi, Alors, est-ce panneau des que questions-réponses, je vous propose, il y a peut-être que Jules va pouvoir lire les questions. il y a Jules, est-ce Jules. qu'on a des questions de nos auditeurs? Euh, oui, je vais essayer de regarder si on a des questions. Je vais vous lire ça. Alors moi j'ai une question intense, c'est comment est-ce que les entreprises, pour faire le lien avec notre masterclass de la semaine dernière avec Assaël Adadé, comment de ton point de vue les entreprises doivent aborder la communication sur ces sujets de leur engagement durable et comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre authenticité, hein, et besoin de faire vivre une marque auprès de ses clients, de toutes les parties prenantes. Bah, il y a 2 choses pour moi. C'est ce qui est dit doit être vrai. Il ne faut pas nécessairement tout dire, mais si on dit quelque chose,
Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit prouvable, il faut que ce soit documenté. Il faut, voilà, il faut pouvoir prouver la réalité de ce qu'on dit. Deuxièmement, il faut être humble. Hein. On ne protège pas la planète. L'objectif d'ailleurs n'est pas de sauver la planète, mais de sauver l'humanité sur une planète limitée. Ça, on l'oublie. Hein. Et donc, rester à la hauteur de ce qu'on est. Rester humble. Et quand erreur il y a, les reconnaître. Ça rejoint un peu le jongler sur une corde raide. C'est-à-dire que on prend aujourd'hui une décision dans un contexte flou, avec des scénarios dont on n'est pas absolument certain qu'ils vont se produire, ou les choses vont peut-être se produire différemment. Sauf qu'au moment où je prends ma décision, je la prends en toute conscience et bien ayant cartographié tous les enjeux. Et je prends ma décision. Et peut-être que dans 5 ans, ça n'aura pas été la bonne décision. Mais je tout pour montrer qu'au moment où je la prenais, je ne savais pas. Hein. C'est prendre les décisions les plus éclairées et accepter de temps en temps de dire, oui, effectivement, je me suis trompée, il y a telle ou telle information qui est arrivée depuis, tel ou tel scénario, etc. etc. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est un très bon exemple. J'ai une question de Muriel justement pour rebondir, qui aimerait savoir justement le poids des politiques dans les décisions et notamment la politique du président par exemple, comment est-ce que ça pourrait jouer dans ce temps? Désespéré, hein, les politiques, gauche, droite, milieu, en haut, en bas, etc. Méconnaissance totale du sujet, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Enfin, c'est désespérant. Désespérant. Heureusement qu'il y a l'Europe qui est là pour mettre en place des réglementations, parce que je crois beaucoup à la réglementation. Là, il faut aller vite. Hein. On n'a pas abordé ce sujet de volontaire, pas volontaire, etc. Là, il faut aller vite, donc il faut des réglementations fortes. Et ça veut dire des réglementations fortes, ça veut dire accompagner, trouver le moyen d'accompagner ceux qui vont être, entre guillemets, les perdants. Essayer de développer toutes les solutions positives. Et les politiques, malheureusement, aujourd'hui, c'est désespérant, quoi. Désespérant. Et partout, hein, pour moi, il n'y en a pas pour sauver l'autre. Peut-être extrême dans mes propos, hein, voilà. Mais je n'attends pas des politiques. Par contre, j'attends des bulletins de vote, hein, parce que si les électeurs montrent que c'est un sujet qu'ils veulent qu'il bouge, etc., et le montrent par leur vote, là, peut-être que les choses vont bouger. Et justement, c'est pour ça qu'intervenir auprès des présidents des entreprises, c'est que ça peut être quelque chose qui peut faire bouger les choses de manière peut-être plus rapide. Oui, mais pas que. Hein. Il y a aussi le comportement du citoyen. Parce que vous aurez beau avoir conçu un produit super écolo, super ceci, etc. Si moi j'utilise à l'envers ou trop, ou je le jette au bout d'une utilisation pour en acheter un autre, etc., personne n'aura été gagnant. Donc, je pense qu'il y a l'étape aujourd'hui, enfin, évidemment qu'il faut continuer à ce que les entreprises avancent. De toute façon, elles ne vont pas avoir le choix avec la réglementation les réglementations qui sont là ou qui vont arriver. Mais maintenant, c'est dans sa vie de tous les jours. C'est tout le monde dans sa vie de tous les jours qui doivent avoir des changements. Alors, malheureusement, parce que c'est pour des raisons financières, il y a des changements qui sont en train de se faire, la seconde main qui se développe, etc. Je pense que ça, c'est et j'espère comme tout le monde que la situation va se rétablir très vite, je pense que c'est peut-être des points de non-retour. Et là aussi, en tant qu'entreprise, s'interroger sur ce point-là. Je pense que quand les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent avoir en deuxième main des produits tout à fait parfaits, utiles, etc., pourquoi ils retourneraient à un moment ou à un autre vers le neuf? Enfin, voilà, là encore, c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est quand même des questions à se poser quand on est une entreprise. Hein.
Donc pour moi, vraiment, l'étape suivante, c'est dans ma vie quotidienne. Moi, je sais que par exemple, là, depuis que j'ai quitté LVMH, j'ai pris une fois l'avion. Et là, je suis invitée aux États-Unis et j'arrive pas à leur dire oui, quoi. J'arrive pas à leur dire oui pour ou alors je vais faire différemment, c'est-à-dire que je vais partir un mois là-bas, voir tous les gens que je vais voir, et puis je vais plus pendant 4 ou 5 ans, quoi. C'est vraiment parce que ça aussi c'est extrêmement important et je l'ai pas dit, c'est qu'il faut être cohérent entre ce qu'on dit et la manière dont on est. Je viens de recevoir, par exemple, récemment une entreprise qui se dit super développement durable, etc., etc., et qui m'envoie toute sa présentation, son deck, etc. Conseil d'administration que des mecs blancs. Stop, stop, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas travailler avec des gens comme ça. Ou alors, il faut qu'ils changent vite. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils prônent. Ils n'ont pas compris ce qu'ils prônent. Je suis désolée, Incentive, il y a des femmes. On est pour une boîte technologique, on est à peu près équivalent, on a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes, ce qui pour une boîte technologique est assez étonnant. Et on essaye de contribuer à notre mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jules? Oui, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que la dernière question, ce serait vraiment au niveau du lien entre l'économie et le développement durable, quoi. On voit qu'on part plus vers des sujets de décroissance. Voilà, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, il y a des ressources limitées, qui resteront limitées, et donc sur ces ressources-là, c'est la décroissance obligatoire. Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire décroître. Est-ce qu'on veut faire décroître le PIB? Le développement durable, c'est quand même faire croître l'indice de développement humain. Le développement durable, c'est faire que l'intégralité des populations sur la planète soit dans des indices de développement humain élevés, correspondant à peu près à nôtre, et que dans chaque pays, on soit à une planète ou moins. Les gagnants étant le Qatar avec 9 planètes, nous on en est à peu près à 3. Donc ça, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est de la physique pure, hein, d'une certaine manière. Donc la décroissance, donc c'est comment mon business model vient se mettre là-dedans, comment mon business model vient se mettre dans ce petit carré d'indice de développement durable, etc. Et comment je fais pour que mon business croisse sans que je mette en jeu ce développement humain et ces ressources qui vont être limitées. C'est vraiment ça le sujet. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire décroître. Sylvie Bénard, sage-femme en développement durable, un immense merci. Nous ne sommes pas là pour sauver la planète, nous sommes là pour sauver la planète dans un environnement limité. L'humanité, sauver l'humanité. Sauver l'humanité, nous sommes là pour sauver l'humanité dans une planète limitée. Un immense merci Sylvie de ton témoignage qui est rafraîchissant et qui donne des outils très pratiques avec toutes les lectures que tu nous suggères pour engager cette réflexion sur la transformation d'un business model dans un grand groupe. Un immense merci. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec le CEO France de PayPal, Francis Barrel, pour parler de la révolution du social commerce. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Merci à toi et merci à toutes les équipes avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette intervention. Merci Sylvie.